merci à tous d'être présents aujourd'hui. C'est un plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui sur cette belle journée du Green Summit et sur cette session, je l'évoquais, dédiée aux économies de la mer et de la montagne. Pourquoi cette session? Comme on a pu le voir ce matin lors de la plénière, les enjeux de transition, évidemment, doivent se penser de façon globale, internationale, macro, mais on ne peut pas les penser sans penser aussi de façon peut-être un peu plus micro, sans penser aux territoires, à leur spécificité d'un point de vue géographique, environnemental, social, économique, culturel, politique, etc., etc. Et on trouvait intéressant, pour illustrer ce point, de faire témoigner 3 acteurs qui sont au centre de ces enjeux de transition dans les secteurs et les territoires de la montagne et de la mer qui, malheureusement, adressent de plein front notamment les enjeux de changement climatique. Et donc, on trouvait très intéressant de leur permettre de présenter leur regard sur justement les enjeux qui se présentent à eux et les solutions concrètes qu'ils essayent d'apporter justement au sein de leur organisation. Aujourd'hui, on aura le plaisir d'accueillir donc 3 intervenants, 2 représentants pour schématiser l'économie de la mer, un côté montagne. Je vous propose de commencer sans beaucoup plus d'introduction par accueillir la première intervenante, la première experte, donc Catherine Piante, qui est chargée de programme marin au sein de WWF France et qui va pouvoir venir nous exposer son champ d'action, ses travaux et notamment l'ensemble les nombreux enjeux auxquels elle fait face et plus largement notamment la Méditerranée fait face donc en matière environnementale. Catherine, je vous invite sur scène et la parole est à vous. Et pardon, petite précision, vous aurez évidemment l'opportunité de poser vos questions à la fin de l'intervention de chaque participant. Donc ne soyez pas timide, n'hésitez pas. Le but aussi est que ce soit interactif. Bienvenue Catherine. Bonjour, donc je suis Catherine Piante, je suis chargée de programme marin au WWF France, je suis basée à Marseille et je travaille uniquement sur la mer Méditerranée, mais pas seulement dans les eaux françaises, sur l'ensemble du bassin, puisqu'on a un programme méditerranéen qui couvre une dizaine de pays. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet sur lequel on travaille beaucoup au WWF, c'est la croissance, la croissance économique maritime, et donc le challenge que ça représente, l'enjeu que ça représente pour les écosystèmes marins. Alors, j'ai emprunté cette infographie à la Commission européenne, notamment à la plateforme pour la planification de l'espace maritime, parce qu'on a maintenant une directive européenne qui impose aux États d'organiser en fait les usages, les activités maritimes dans toutes les mers européennes. Et en fait, cette infographie, elle représente un peu l'imaginaire qui est associé avec ce déploiement économique en mer, avec l'ensemble des usages qui se déploient. Donc on voit effectivement l'éolien, le transport maritime, les petits cercles partout, c'est l'aquaculture. Il y a évidemment tous les enjeux touristiques, on voit aussi des plateformes pétrolières, etc. Et finalement, je me suis amusée à chercher la biodiversité marine, les écosystèmes marins dans ce déploiement. Et c'est vrai qu'ils apparaissent. On voit, j'ai trouvé, je crois, 3 baleines, et on voit un petit peu les stocks de poissons. Mais on voit bien, en fait, je pense que cette diapo, cette infographie, elle représente un peu le challenge à laquelle nous, on est confrontés du côté donc, de la protection des écosystèmes. C'est le principal enjeu auquel on a été confronté quand cette directive est sortie, c'est le fait que la nature ne soit pas considérée comme un secteur maritime, comme un autre, mais comme un fondement, comme un écosystème, comme un fondement en fait, du fonctionnement de la mer. Et c'est ce qu'on pousse un peu dans nos discours. Pourquoi? Parce qu'évidemment, en parallèle, les écosystèmes marins ne sont pas en très bonne santé. Alors là, on voit en fait une infographie qui montre en fait la chute de la biodiversité marine, tant au niveau des habitats qu'au niveau des stocks de poissons. Donc en fait, on retrouve évidemment, et ça c'est pas une surprise, comme sur les écosystèmes terrestres, on retrouve cet objectif d'arriver à trouver un équilibre entre activité économique et protection des écosystèmes.
Alors, comment on s'y prend? Comment nous, on pense? Déjà, quel est notre narratif? Comment nous, les ONG, on pense justement ce dilemme? En fait, on aborde en général le problème sous deux aspects, avec deux stratégies. Le premier, c'est l'approche spatiale. L'approche spatiale, c'est qui est en fait la première des choses qu'il faut faire pour arriver à trouver un équilibre entre activité économique et protection de la nature, c'est d'avoir un minimum et un pourcentage même de plus en plus important aujourd'hui d'espaces qui sont radicalement protégés. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de protéger 30% des écosystèmes marins d'ici 2030. Et là, je vous ai mis un petit peu là où on en est. Donc en fait, là vous avez la carte des aires marines protégées donc de Méditerranée, avec essentiellement beaucoup de petites aires marines protégées qui sont en zone côtière. C'est là où on a su protéger en premier. La grande tache orange à gauche, c'est le premier corridor pour les mammifères marins qui a été mis en place donc, en Espagne. À la place d'un permis, je dois dire, de prospection pétrolière qui finalement n'a pas eu lieu et qui a été ce permis a permis de montrer la présence de très nombreux mammifères marins et a finalement abouti à la sanctuarisation d'un périmètre assez vaste. Mais comme vous pouvez le voir, on est à moins de 10%. L'objectif, c'est 30% en 2030. Donc on voit qu'il y a encore effectivement un effort très très important à faire pour pouvoir arriver à cet objectif de 30% d'espaces protégés. D'autant plus que ces espaces, ils sont souvent pas protégés à 100%, ils permettent un certain nombre d'usages. Donc les scientifiques qui travaillent sur l'efficacité des aires marines protégées ont aussi montré que même dans les espaces protégés, il y avait encore des impacts et il y avait encore énormément de progrès à faire en termes d'efficacité pour stopper les impacts sur le milieu marin. Et pourtant, les aires marines protégées fonctionnent bien. Donc aujourd'hui, on a vraiment de très nombreuses études scientifiques qui montrent l'impact d'abord sur la biodiversité, sur la densité des populations, sur les habitats et aussi l'impact sur les activités économiques, puisque en fait, les stocks de poissons qui sont par exemple dans les aires marines protégées plus les poissons sont gros, je ne sais pas si vous le savez, mais plus les poissons sont grands en taille, plus en fait ils vont pondre d'œufs. C'est une production exponentielle. Donc plus on arrive à retrouver des poissons de grande taille, donc qui ne sont pas pêchés forcément, plus en fait ils vont pondre d'œufs. Ces œufs seront portés par les courants et vont venir essaimer l'ensemble de la mer autour des aires marines protégées, un peu comme si finalement l'aire marine protégée c'était le capital, et puis tout ce qui sortait de l'aire marine protégée qui était généré par elle, ce sont les intérêts. Je me suis dit qu'il y avait quelques financiers dans la salle, donc j'ai essayé quelques analogies. Mais bon, c'est loin d'être une boutade, c'est effectivement c'est une réalité. Et aujourd'hui, on sait qu'on a calculé que $1 investi dans une aire marine protégée va permettre ensuite de générer $3 en revenus. Ce sont des calculs qu'on fait pour montrer qu'en fait, la protection d'une aire marine protégée, ce n'est pas une perte. Quelque part, ce n'est pas d'un point de vue économique quelque chose qui doit être considéré comme une perte, mais qu'en fait, cette valeur économique qui est générée peut être calculée, elle a été calculée. Et donc, c'est une autre vision de l'aire protégée que je propose ici. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai fait un peu le pitch un peu général. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est trop technique, mais en fait, peu importe, l'important c'est que ce côté un peu technique, il vous montre que sur le terrain, on est sur des choses très pratiques, très concrètes, très locales, très scientifiques. Et donc en fait, nous, on contribue actuellement, on propose la création de plusieurs aires marines protégées. Alors là, je vous ai donné cet exemple en Méditerranée française. Je vous ai dit qu'on travaille sur l'ensemble des pays. Donc on a des propositions d'aires protégées dans l'ensemble des pays qui sont basées sur des évaluations scientifiques de la richesse des fonds sous-marins, et sur cette base-là, en fonction par exemple le fait d'être la plupart des zones que vous voyez, elles sont en bordure du golfe du Lion,
Pourquoi ces zones-là? Parce qu'en fait, dans ces zones-là, il y a des remontées, il y a des courants qui remontent. Et c'est en général des zones hyper productives en termes de biodiversité. C'est là où les stocks de poissons vont avoir une partie de leur cycle de vie. C'est là où les baleines, du coup, vont aller s'alimenter. On retrouve en général la biodiversité, elle est comme à terre, elle est souvent plus à certains endroits, elle n'est pas partout. Et donc l'importance de protéger, d'avoir une approche, on en a parlé dans la session précédente, de priorisation. Dans notre cas, c'est pareil, qu'est-ce qu'on priorise et qu'est-ce qu'on protège en premier. Alors, la première approche dont je vous ai parlé, c'est cette approche spatiale, une approche par territoire. Et puis, on a aussi des approches que je vais appeler plus sectorielles, c'est-à-dire qu'on va travailler sur un écosystème particulier et avec un secteur en particulier. C'est le cas de la protection des herbiers sous-marins, des forêts sous-marines, et du travail, nous, qu'on mène au quotidien, la collaboration qu'on mène au quotidien avec le secteur de la plaisance, en l'occurrence. Donc, petit sondage, qui connaît l'herbier de Posidonie dans la salle? Alors, super. L'herbier de Posidonie, en fait, je vais essayer du coup de vous dire des choses que vous peut-être ignorez. Donc, l'herbier de Posidonie, c'est la forêt sous-marine de Méditerranée. C'est un peu notre Amazonie à nous. Et en fait, c'est une ancienne plante terrestre qui est redescendue en mer, pardon. Et donc, cette plante venant de terre, elle s'est stabilisée, elle s'est installée juste en bordure des côtes parce qu'elle a besoin de lumière. Elle a besoin de lumière pour faire sa photosynthèse. Donc, la conséquence de cette petite histoire de la Posidonie, c'est que, du coup, la cartographie ne vous surprend pas. On ne la trouve que c'est un fin ruban vert qui fait tout le tour de la Méditerranée, qui fait quasiment tout le tour des îles, on la trouve quasiment partout. Alors, vous allez me dire, il n'y en a pas beaucoup au sud de la Méditerranée. En fait, il y en a beaucoup, elle n'est juste pas encore cartographiée, parce que, comme vous le savez, on en sait moins sur les fonds marins que sur la Lune. Et il y a encore énormément de blanc dans les cartographies des forêts sous-marines méditerranéennes, mais elle fait quasiment tout le tour de la Méditerranée. Donc, elle est fortement en interaction avec les activités humaines qui, elles aussi, sont énormément concentrées en zone côtière. Alors, c'est pas une algue, je n'ai pas parlé de forêt par hasard, c'est une plante à fleurs. Et vous savez tous ici ce qui distingue une algue d'une plante à fleurs. Alors, oui, c'est bon. Donc, la principale... la plante, elle va déjà faire sa photosynthèse comme toutes les plantes terrestres. Elle va capter du carbone, elle va rejeter de l'oxygène. Mais la principale différence, c'est qu'elle a un système racinaire, la plante. Elle a un système racinaire, alors que l'algue n'en a pas. Elle a un petit thalle, et ce système racinaire, chez la Posidonie, il est extrêmement important. On l'appelle la matte. C'est un rhizome. C'est un rhizome qui se clone et qui peut devenir extrêmement épais. C'est-à-dire que cette matte, elle peut avoir jusqu'à 8 mètres d'épaisseur, c'est-à-dire 2 fois, 3 fois plus haut que cette salle. Ok, je vous la montre à droite, là où il y a la petite flèche rouge. On voit un peu l'épaisseur de la matte. Et bien là, quand vous regardez cette matte, en fait, vous venez de comprendre intuitivement ce que c'est qu'un puits de carbone. Cette matte, en fait, elle va séquestrer le carbone qui est capté par la photosynthèse. 25% va descendre dans les feuilles et va s'installer définitivement dans le système racinaire. On est sous l'eau, c'est anaérobie, il n'y a pas de sédiments, c'est du carbone qui peut rester stocké des siècles et qui va s'incrémenter chaque année. Un puits de carbone naturel dans les fonds marins, c'est ça, tout simplement. Et c'est pour ça que ça nous intéresse, c'est un écosystème qui nous intéresse beaucoup. Alors, c'est d'autant plus intéressant que cet herbier, que certains connaissent parce que vous avez été faire du snorkeling ou de la plongée en Méditerranée, bon, il n'est pas forcément aussi spectaculaire qu'un récif corallien, alors qu'il a un rôle quasiment aussi important. Et ce que je vous ai montré avec ce système racinaire, c'est un truc unique au monde. Donc il n'y a aucun écosystème végétal qui peut avoir à l'hectare un système racinaire, un puits de carbone aussi important. En fait, les scientifiques ont montré qu'en fait, un hectare de Posidonie va séquestrer 5 à 7 fois plus de carbone qu'une forêt tropicale, par exemple. Parce que le sol de la forêt tropicale n'est pas si épais que ça.
Alors que là, on est sur des mètres et des mètres d'épaisseur en termes de stockage. Donc un puits de carbone, non seulement intéressant, mais c'est le premier de la classe, on va dire, au niveau mondial. Du coup, voilà, vous avez compris en quelques diapos pourquoi nous, on s'y intéresse de près et pourquoi on veut le protéger à 100% d'ici 2030. Alors, les menaces sont nombreuses. Autrefois, c'était les aménagements côtiers, les ports, hein, où énormément, la construction des ports, des digues a énormément détruit d'herbiers. Ensuite, il y a eu la pollution d'origine terrestre. Le chalutage, dans l'herbier, évidemment, c'est pas terrible. Aujourd'hui, on va dire que depuis 15 ans, la principale menace, c'est les ancres de la plaisance. La plaisance a explosé en 15 ans. Et en fait, notamment, les navires de plaisance sont de plus en plus grands. Et plus le bateau est grand, plus l'ancre est grande. Et plus l'ancre est grande, plus l'impact est dévastateur pour l'herbier. Un petit bateau de 8 mètres qui cabote avec son ancre, il va peut-être arracher quelques feuilles. Un bateau de 40 mètres ou un yacht de 80, 120 mètres, etc., en une journée, il peut détruire des mètres carrés d'herbier qui ont mis peut-être des dizaines de milliers d'années à se construire. Voilà, donc nous, on se focalise en ce moment sur cette pression d'ancrage. En haut, c'est la baie de, je crois que c'est la baie de Pamplonne, voilà, où vous voyez la pression. Vous voyez, on a réussi à superposer sur une même photo. Donc vous avez en vert, évidemment, l'herbier de Posidonie. Et en dessus, vous avez la pression d'ancrage un beau jour de mois d'août. Voilà, et ensuite, à droite, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a pu cartographier en rouge la quantité d'herbier qui a été perdue. Et on voit par exemple que sur Golfe-Juan, on a 30% d'herbier qui a été perdu en 7 ans. 30% d'herbier perdu en 7 ans. Ça vous donne une idée de la pression d'ancrage des grands yachts et de la rapidité de disparition d'un herbier millénaire. Donc dans toute la Méditerranée, on en a perdu entre 10 et 30%. 10 c'est en France, 30% c'est la moyenne du bassin. Et donc, en fait, les solutions, elles existent. Alors, qu'est-ce qu'on fait en France? C'est pas compliqué. D'abord, on identifie tous les spots de dégradation. Ensuite, on fait de la planification spatiale maritime, c'est-à-dire que, par exemple, pour les bateaux de plus de 24 mètres, tout simplement, il y a eu une interdiction de jeter l'ancre dans l'herbier. On estime que quand ces bateaux ont une taille suffisante, même si c'est moins agréable, même si c'est moins confort, ils peuvent aller jeter l'ancre plus au large, parce que l'herbier de Posidonie, à partir de 30-40 mètres, on ne trouve plus, il n'y a pas assez de lumière. Donc, soit on en installe des gros coffres pour les grands navires, soit ils peuvent aller soit dans les zones sableuses qui leur sont réservées, soit aller un peu plus au large. Donc ça, c'est la première chose. Pour les plus petits bateaux, là, je vous montre des plus petits bateaux. On est plutôt là sur du 10 mètres, 12 mètres. Là, dans les zones où il n'y a pas de sable, on peut installer des bouées. Ces systèmes de bouées, ils sont écologiques, ils ne vont pas impacter les fonds. Donc là, on a finalement une solution technologique pas très complexe qui permet une cohabitation entre un usage et cet écosystème. Ensuite, on peut avoir des zones d'interdiction d'ancrage. Donc à droite, vous avez la petite photo à droite, c'est les Baléares, c'est des champions de la protection de la Posidonie. Ils ont même réussi à placer leur herbier de Posidonie au patrimoine mondial de l'humanité. Ils ont fait un gros travail. Et là, si vous regardez de près, il n'y a pas un bateau qui est dans la Posidonie. Toutes les zones claires, c'est des zones de sable. Et aujourd'hui, ils sont arrivés à changer complètement les comportements et à rendre ça complètement naturel. Et puis, la dernière chose, c'est qu'il faut faire connaître cet herbier. Il n'est pas connu, c'est un peu un héros méconnu. Donc, faire connaître pourquoi c'est important à l'ensemble des parties prenantes, ça fait partie aussi des changements à mettre en œuvre. Donc, pour arriver à protéger 100% de l'herbier, nous, on travaille aussi sur les questions de financement. Donc, le financement notamment de la recherche. On est en train de créer un fonds en Méditerranée pour financer justement tout ce qui est recherche scientifique, le manque de cartographie dont je vous ai parlé au départ. On travaille aussi, c'est les communes en général qui gèrent les bouées
Donc les communes, ça fait un coût assez significatif dans leur budget annuel. On cherche des solutions pour appuyer les communes au niveau financier. Donc on travaille sur le financement des contributions carbone. On commence à s'intéresser aux certificats biodiversité sur ce type d'écosystème et d'autres instruments économiques qu'on regarde également. Je remercie aujourd'hui nos partenaires entreprises qui nous soutiennent sur ce programme, donc Fontaine Pajot, Atos et Accor. Pour ceux qui seraient intéressés, je vous ai mis le lien sur le rapport Monde économique du WWF, notre rapport annuel. Et puis, si vous voulez nous soutenir, évidemment, et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Catherine. Un grand merci, Catherine, pour cette présentation et ces explications. Est-ce qu'elle s'appelle à des questions ou des témoignages au sein de la salle? C'est vrai que vous avez été extrêmement clair. Si? Alors, on va dire que la principale raison de la disparition, enfin du mauvais état des stocks de poissons en Méditerranée, c'est clairement la surpêche. Mais vous avez raison dans le sens où ce que j'ai pas pu tout dire, mais l'herbier de Posidonie, c'est ce qu'on appelle un écosystème pivot. S'il s'effondre, tous les écosystèmes côtiers s'effondrent en fait. Et notamment parce qu'en fait, il y a 25% de la biodiversité dans l'herbier de Posidonie. Et il y a une énorme quantité de poissons, et notamment les poissons d'intérêt pour la pêche, qui ont une partie de leur cycle de vie dans l'herbier. Notamment leur stade juvénile. Souvent, c'est les œufs de poisson ou le stade juvénile, petit poisson, qui va avoir lieu dans l'herbier. Et si l'herbier disparaît, eh bien, en fait, ça a un effet direct sur les stocks. Et effectivement, là, on démarre des projets, par exemple, en Tunisie, et on travaille vraiment avec les pêcheurs qui impactent cet écosystème, et on leur explique, on leur explique comment, en fait, leur propre ressource est indissociable de l'herbier pour qu'ils comprennent l'intérêt de le protéger. S'il n'y a pas d'autres questions, il ne me reste qu'à vous remercier. Merci beaucoup, et je pense qu'on peut l'applaudir une dernière fois. Donc je me permets maintenant d'inviter notre deuxième intervenant, Niels Joyeux, président directeur général et cofondateur de WinCop, qui va pouvoir nous présenter les activités de sa société et sa vue pour adresser ces enjeux de l'économie de la mer. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Donc je vais vous parler de transport à la voile, parce que je dirige une entreprise qui développe des cargos équipés de voiles pour réduire les émissions de CO2 du shipping. Je vais vous parler un peu de transport à la voile et aussi pas mal de coopératives. C'est une présentation que j'ai jamais faite, alors je vais peut-être manquer un peu de fluidité, mais voilà, je l'ai terminée ce matin et j'avais envie de twister un peu la manière de parler de ce qu'on fait dans WinCop. Donc pour vous dire rapidement d'où je parle, au départ je suis officier de marine marchande, donc j'ai travaillé un petit peu sur différents types de cargos, des bateaux qui posaient de la fibre optique, j'ai travaillé à l'offshore pétrolier en Afrique de l'Ouest, enfin voilà, sur différents types de bateaux, avant de me lancer dans la fondation de Zéphyr Iboré, qui est une jeune compagnie maritime. On est basé à Lorient et on développe différents projets. Celui-ci c'est le tout premier qui existe vraiment, là c'est pas une 3D, c'est un vrai bateau. C'est un bateau qu'on a développé avec une autre société qui s'appelle GIFMAR pour les besoins d'Ariane Group. Donc ce bateau, il transporte la fusée Ariane 6. Ça peut paraître un peu fou, mais c'est le premier client avec lequel on est parvenu à contracter. C'est Ariane Group donc pour le transport des différents éléments qui constituent le lanceur européen, qu'on récupère à Brême, à Rotterdam, au Havre, à Bordeaux, et puis qu'on achemine ensuite en Guyane. Donc ce bateau, il fait 121 mètres. Ça reste un bateau à moteur, mais grâce aux voiles, on arrive à économiser environ un tiers de la consommation de fuel par rapport au même bateau sans ces voiles.
Là, pour le coup, c'est une 3D. C'est pas un vrai bateau encore, mais c'est celui qu'on va mettre en chantier normalement dans les semaines à venir. On arrive au bout du process d'appel d'offres pour la sélection du chantier. Et donc, c'est le premier bateau qu'on va développer avec la société Wincop, qui est une autre entreprise, un autre projet dont je vais vous parler plus largement, mais donc que j'ai cofondé aussi. Et donc, qui prévoit la mise en service de ce bateau qui va être opéré entre la France et Madagascar. Qui va transporter environ 200 conteneurs et qui fera 5 rotations par an. Avec ce bateau, on sera en mesure de réduire de 60% les émissions de CO2 par rapport aux services qui existent aujourd'hui sur cette ligne. On est 3 entités à avoir créé Wincop et je vous en parle. Voilà, je veux surtout parler d'Enercop en fait. Donc Zéphyr et Boré, je vous en ai parlé. Nous, on est l'équipe, la team bateau, on va dire, dans le consortium, on va dire, dans les fondateurs. Il y a Arcadie. Arcadie, oui, ils sont importateurs d'épices bio et équitables. Vous connaissez peut-être la marque Cook. Si jamais vous allez à la Biocop ou à Naturalia, vous voyez leurs épices. Et donc, c'est un peu de leurs besoins qu'est né ce projet d'aller à Madagascar. C'est-à-dire que eux, ils vont faire partir des... Je vais y arriver. Ils vont faire partie des futurs clients du bateau et donc importer toutes leurs épices, leurs vanilles sur ce futur bateau. Donc eux, ils sont co-investisseurs dans le projet et futurs clients. Et le troisième acteur, c'est Enercop. En fait, l'histoire de ce projet et du lien avec Enercop, c'est que ça fait quelques années maintenant que j'ai rencontré Julien Noé, qui est le président fondateur d'Enercop. Et donc qui est une entreprise organisée en coopérative qui distribue de l'électricité renouvelable. L'histoire d'Enercop, je voudrais m'y attarder rapidement. Julien, il a créé cette entreprise en 2007, au moment où EDF a perdu le monopole dans la distribution de l'électricité. Et donc, lui, son sentiment, sa conviction, c'était que l'énergie, c'était un bien qui était trop précieux pour être soit géré par un monopole d'État, parce que ce n'est pas forcément quelque chose de souhaitable, en tout cas à ses yeux et aux miens, soit par des intérêts privés. Et donc le bon équilibre pour gérer ce type de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de type de bien, eh bien, c'est d'organiser des entreprises organisées en coopérative. Aujourd'hui, Enercop, ce n'est pas une immense entreprise, mais quand même, ils font environ 230 millions de chiffre d'affaires. Ils sont organisés en coopérative régionale. Et si vous en êtes client, vous pouvez devenir sociétaire. C'est-à-dire vous pouvez mettre 100 € ou 1000 ou 50 000 et devenir sociétaire et venir participer aux assemblées générales locales pour venir participer à la gouvernance de l'entreprise et aux orientations qui sont prises par Enercop. Quand j'ai rencontré Julien il y a quelques années, en fait, il voyait un peu ce qu'on développait avec Zéphyr et Boré. Et il avait souhaité me rencontrer pour me proposer de faire une entreprise de transport maritime à la voile organisée en coopérative. Et lui me disait, en fait, basiquement, je ne connais pas grand-chose au transport maritime, mais vu de loin, il y a tout à changer. Ça pollue, les bateaux sont pavillonnés à l'étranger, c'est financé de manière un peu opaque, on exploite les marins qui sont employés sur les bateaux, etc. Donc en fait, on pourrait imaginer une compagnie maritime organisée en coopérative qui rémunère mieux les marins, qui polluent moins, etc. Bon, je vais développer ça, mais c'était juste un peu pour expliquer le lien avec Enercop et pourquoi on a créé Wincop. Julien, il a aussi cofondé un mouvement qui s'appelle le mouvement des licornes et qui a vocation à encourager le développement d'autres coopératives dans d'autres domaines, dans d'autres facettes de l'économie. Donc vous voyez qu'il y a certaines grandes entreprises comme Biocop ou Enercop, mais aussi d'autres entreprises, ou la banque La Nef, mais aussi d'autres structures plus petites. Et donc certaines s'adressent à la téléphonie, d'autres au partage, à l'autopartage, etc. Maintenant, où est-ce qu'on en est avec Wincop? Donc aujourd'hui, l'idée première, vous l'avez compris, c'était d'arriver à cofinancer le premier bateau avec de l'investissement citoyen. C'est vraiment, c'est pas qu'on ne sache pas financer le bateau autrement, c'est que c'est le point de départ, c'est qu'on veut arriver à faire un navire coopératif, remettre l'économie entre les mains des citoyens. C'est un peu le but politique qu'il y a derrière tout ça. Et donc on a lancé une levée de fonds il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, on a 1560 sociétaires
Et on est parvenu à lever environ 6,8 millions d'euros. Et je m'arrête sur ce chiffre, c'est intéressant parce que au départ, comment dire, on ne s'était pas permis d'être aussi optimiste, et donc j'imaginais qu'on arriverait à lever une petite part des fonds nécessaires au financement du bateau, et qu'il faudra ensuite compléter le tour de table avec des fonds d'investissement privés. Et finalement, en fait, on a réussi à lever l'ensemble de l'equity nécessaire pour arriver à financer ce bateau qui va coûter 28,5 millions d'euros. Donc en gros, il y a 20%, enfin, comme pour une maison, il y a 20% d'equity, 80% de dette, et voilà. Pour la dette, on travaille avec Banque Populaire et c'est la raison pour laquelle je suis invité aujourd'hui. Et merci à eux. L'intérêt de la coopérative, c'est de réunir les futurs clients dans le projet et pour certains de leur proposer d'investir. Enfin, on propose à tous d'investir d'ailleurs, mais une bonne partie d'entre eux ont investi dans la coopérative. Alors certains le font de manière symbolique en mettant 5 ou 10 000 euros et d'autres mettent un billet de 300 000 euros. Ou, pour les plus engagés, c'est le groupe Arcadie qui investit 2 millions d'euros dans le projet. Donc ce sera un bateau de 90 mètres, 210 conteneurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, et on prévoit de lancer la construction début d'année prochaine. Maintenant, je voulais dire quelques mots sur la coopérative, et là c'est quelque part des positions un peu personnelles, je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'avais envie de partager ça lors de cette présentation, et vous dire un peu ce que je trouve intéressant dans la coopérative, puisque souvent, on va dire, les questions que j'ai, c'est comment est-ce que vous faites pour vous organiser? Ça doit être le souk, une voix, une personne, une voix, ça doit être l'anarchie. En réalité, on a un conseil d'administration, je suis directeur général et je prends les décisions comme dans une entreprise classique, donc c'est pas du tout l'anarchie. Ce que je trouve intéressant plutôt dans la coopérative, c'est d'abord le côté un peu garde-fou contre les mauvaises idées, c'est-à-dire que je vous demande de vous projeter, de vous imaginer dans un monde, enfin en tout cas dans une France où, admettons, on a 30% des entreprises qui sont organisées en coopérative. Ça permet d'éviter, avec des entreprises, de promouvoir des business qui peuvent être finalement qui n'apportent pas de valeur à la société, ni aux employés, ni aux citoyens, ni à la planète. Et donc je suis toujours surpris de voir des business comme ça qui se créent et puis qui fonctionnent. Je vais essayer de donner un exemple, mais par exemple, vous prenez une entreprise qui va aller pêcher du poisson en mer du Nord, le ramener en France, faire de la farine, l'envoyer en Asie, la donner à manger des crevettes, élever les crevettes, les envoyer en Chine pour les congeler et les ramener en France. Je veux dire, qui dans cette salle est d'accord avec ça? Personne. Mais par contre, comme ça ramène de l'argent, on arrive à trouver des financements pour ça. Et je trouve que l'organisation en coopérative permet d'apporter la transparence qui permet d'éviter ce genre d'hérésie d'exister. Un modèle d'entreprise garde-fou. J'ai écrit ce matin dans le train, donc c'est pour ça que je connais pas toute ma presse. Mais... Donc un modèle d'entreprise garde-fou contre les rachats. J'ai mis 3 maillons de chaîne parce que j'aime bien l'idée aussi, l'analogie avec la blockchain. Vous voyez, la blockchain, on sécurise la data en la dispatchant entre tous les utilisateurs. Là, c'est un peu pareil. Vous avez 1500 sociétaires. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain racheter l'entreprise et la tordre et la dévoyer. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas, les exemples ne manquent pas, mais vous regardez Twitter qui est racheté et puis qui devient ce que c'est aujourd'hui. Je trouve aussi intéressant qu'en faisant des coopératives, on puisse éviter ce genre de dévoiement. J'ai aussi l'exemple d'une autre entreprise familiale qui faisait des produits bio, des céréales et des biscuits, etc., qui a été rachetée par une grande boîte dans l'agro italienne, je ne vais pas dire le nom, mais vous voyez l'idée. Et puis finalement, ils ont tiré les marges et ils l'ont revendu au bout de 5 ans à un fonds de pension. Et finalement, l'entreprise, juste en 2-3 rachats, elle a été complètement dévoyée. Et donc, c'est ça que je trouve aussi intéressant avec la coopérative, c'est que c'est pas un centre de profit, c'est juste un outil au service des citoyens et de ceux qui ont besoin des produits et services qui sont produits par l'entreprise. Et enfin, un modèle transparent. Je me dis aussi que parfois, peut-être les votes vers les extrêmes ou le sentiment de perdre pied et le sentiment que peuvent avoir certains citoyens qu'il y a un grand système sur lequel on n'a pas de prise, je pense que le fait de pouvoir remettre l'économie entre les mains des citoyens peut contrer aussi ce sentiment d'opacité et de perte de contrôle.
Et ensuite, comment scaler vers une société plus coopérative? Donc, comment arriver dans une France future dans laquelle 30% des entreprises sont des coopératives? Je n'ai pas la réponse, mais j'avais juste envie de partager quelques idées comme ça. Clairement, jusqu'ici, les coopératives que je vous ai présentées, on a levé, on a levé des fonds en crowdfunding. Et donc ça marche parce que c'est des projets qui sont un peu sexy, parce qu'on va faire un cargo à voile ou des éoliennes, mais si demain on veut faire des tables et des micros et des carnets en coopérative, on va avoir du mal à lancer à chaque fois des levées de fonds pour arriver à financer toutes ces entreprises. Donc il faut arriver à systémiser un peu le financement de ces coopératives qui ont une lucrativité limitée. Donc je pense que les fonds d'investissement privés vont quand même avoir du mal à adhérer à la vision, et donc il faut trouver d'autres méthodes. Je n'ai pas la réponse, mais je pense notamment qu'il conviendrait peut-être de créer aussi des fonds d'investissement en coopérative. Il existe déjà des banques, notamment le groupe BPCE ou Crédit Agricole ou aussi la NEF, mais il faudrait aussi imaginer peut-être des fonds d'investissement organisés en coopérative. Une coopérative, ce n'est pas forcément à lucrativité limitée. Enfin, en tout cas, je ne pense pas que ça doit être un point de départ. Et donc, ça ne doit pas empêcher, je pense, de créer de la valeur. La seule chose, que permet la coopérative, c'est surtout de ne pas pouvoir revendre l'entreprise et de spéculer sur sa valeur future. Mais en revanche, on devrait pouvoir, à mon sens, servir des dividendes assez importants de manière à pouvoir refinancer d'autres entreprises ensuite. Et ensuite, pour terminer, je suis trop long, j'ai terminé. Et la dernière partie, c'est promouvoir la valeur sociétale du modèle coopératif, parce que si on veut le voir se développer, en fait, je trouve encore qu'aujourd'hui, personne ne voit dans cette organisation la puissance en fait, de ce que ça peut représenter. Tout à l'heure, j'ai vu une table ronde, je suis rentré dans une salle et puis il y avait un speaker qui disait ici, on croit que la technologie va nous sauver, est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi? Et là, il n'y a personne qui lève la main, et puis après, il demande qui pense au contraire que la technologie ne nous sauvera pas, et là, toute la salle a levé la main. Moi, je suis un peu pareil, c'est-à-dire que je pense bien sûr qu'il faut faire des cargos à voile, et je suis content de le faire, et je vais continuer à le faire, mais je pense vraiment que ce n'est pas qu'avec des cargos à voile qu'on arrivera à trouver des solutions pour le futur, et que ça passe aussi par des changements systémiques. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup. Un grand merci pour votre témoignage et puis aussi vos réflexions qui intègrent, on l'a bien perçu, une vraie sensibilité sociétale et des réflexions en matière de gouvernance. Est-ce qu'il y a quelques questions? Est-ce que ça mène des réactions au sein de la salle? Oui? Alors, nous, on n'a pas de technologie. Nous, on est la compagnie maritime. On va dire que dans le mouvement du transport à la voile qui est en train de se développer aujourd'hui, il y a deux types d'acteurs. Il y a ceux qui développent des technologies. Et donc, certains développent des ailes rigides, d'autres des ailes souples, d'autres des turbovoiles, etc. Et donc, c'est une dynamique qui est en pleine ébullition en ce moment. Et c'est passionnant pour nous, qui sommes potentiels clients de toutes ces technos, d'essayer de suivre un peu tout et de comprendre sur quelle technologie miser. Donc je vous disais, nous on n'a pas de techno, nous on est compagnie maritime, notre but c'est d'exploiter des navires et d'embaucher des marins et de vendre un service de transport. Et donc bien sûr il faut faire ce que vous dites, c'est le refit, enfin le mot technique, le mot anglais c'est le refit. Il y a 50 000 bateaux sur les océans aujourd'hui, l'espérance de vie moyenne des bateaux c'est 30 ans, donc on ne peut pas attendre 30 ans que tous les bateaux partent à la poubelle pour les remplacer par des cargos à voile, donc il faut effectivement mettre des voiles sur les bateaux. Maintenant la mauvaise nouvelle c'est que c'est compliqué. S'ils n'ont pas été pensés pour, d'une part, quand on met des voiles sur un bateau, on va perdre de la place, donc on charge moins de marchandises et du coup on perd en productivité. Et par ailleurs, les voiles, elles poussent vers l'avant, mais aussi un petit peu sur le côté. On appelle ça la dérive. Et du coup, il faut mettre des appendices sous la carène pour empêcher le bateau d'avancer en crabe et de perdre tout le bénéfice apporté par les voiles. Et donc, ça suggère pas mal d'investissements. Et si votre bateau il est déjà à mi-vie ou à 2/3 de sa vie, réinvestir 8 millions d'euros dans un bateau qui en vaut plus que 12, c'est plus compliqué. On le fera, hein, et il faut le faire, de toute façon, il n'y a pas le choix. Moi, j'ai la chance d'être un newcomer, une start-up, enfin une start-up, je ne sais pas si le mot est adapté, mais en tout cas, on est nouveau. Donc, on se concentre sur des navires neufs, mais tous les armateurs existants qui ont déjà des bateaux en flotte, eux, ils vont devoir réfléchir à ça. Et en réalité, c'est déjà en cours.
Il y a déjà beaucoup de bateaux qui sont en refit et qui mettent une voile, 2 voiles. Ça ne permet pas d'aller atteindre des 60% d'économie, on est plutôt sur 5-10%, mais ça se prend, c'est possible et il faut le faire. Ah, il y a une autre question, et on m'a dit qu'on entendait mal les questions, donc je vais me permettre de passer le micro. Merci Fleur. Oui, je vois que le premier bateau pour Ariane, donc en fait il est adossé à un client et à un concept. Le deuxième bateau, c'est pareil, il est adossé à un autre concept qui est celui d'aller chercher des épices à Madagascar. Est-ce que c'est votre stratégie, effectivement, d'aller sur des routes maritimes qui sont spécialisées sur certains concepts, quoi. Voilà. Et pas des routes généralistes? Merci beaucoup pour cette question. En fait, c'est assez franco-français d'avoir des nouvelles compagnies maritimes comme nous, Zephyr, Ibor et Wincop, mais il y a aussi Vela, TOWT, Neoline, on est plusieurs acteurs. Et finalement, aujourd'hui, le monde maritime, c'est que des grosses compagnies. On va dire, on a assisté à une consolidation du marché durant les années passées. Les moyens ont racheté les petits, les gros ont racheté les moyens. Et donc, aujourd'hui, il y a une vingtaine de compagnies maritimes qui font le shipping mondial. Et donc, ces compagnies maritimes, elles ont une telle crédibilité, une telle corporate garantie que quand ils vont voir le banquier pour faire 5 ou 10 bateaux, ils empruntent 500 millions d'euros et on ne leur demande pas de garantie en face. Nous, ce n'est pas le cas. On est assez faiblement capitalisé et donc si je veux faire un bateau, mettons si je vais voir Banque Populaire pour financer le bateau Wincop, ils trouvent le projet génial, ils nous trouvent très gentils, mais en attendant, il faut qu'on mette en face des promesses de marché parce qu'on arrive d'une part sur un marché un peu différent parce que la promesse, on ne vend pas un service de transport classique, on va un peu plus lentement, on est un peu plus cher, on est plus écologique. Ça, c'est une première chose, mais aussi les prêteurs se garantissent sur l'actif. Et donc, quand vous faites un navire très classique, la banque, elle sait que si jamais il y a un pépin, elle peut revendre le bateau à tel prix. Alors que quand vous faites des bateaux bizarres comme ça, la liquidité de l'actif, elle n'est pas du tout acquise et pas du tout définie. Donc, c'est ça qui nous oblige aujourd'hui à d'abord trouver un client qui est hyper motivé par ce qu'on fait, qui est prêt à s'engager à travailler avec nous avec un bateau qui va être construit dans 2 ans pour s'engager pendant 5 ans. Et à cette condition-là, je peux aller voir le banquier et dire « Ok, j'ai un projet qui tient la route ». Donc c'est pour ça qu'on cherche les clients avant de commencer. Et je me permets de continuer. Vous me demandiez pourquoi on ne se met pas sur les routes principales. Aujourd'hui, notre plus gros projet qui est en développement, c'est un projet de ligne transatlantique. On veut faire des porte-conteneurs qui vont faire 2000 conteneurs. C'est un projet qui découle d'un appel d'offres qu'on a remporté, qui a été lancé par des gros acteurs comme Michelin, Hennessy, le groupe Avril, etc. On a une vingtaine de chargeurs comme cela qui se sont engagés à allouer une petite part de leur flux transatlantique à cette future ligne. Et donc, en ce moment, on est dans le financement de cette ligne. Et donc, on espère être les premiers à développer cette flotte de 5 gros porte-conteneurs qui vont faire dans les 170 mètres et qui seront opérés entre l'Europe et les US. On ne travaille pas avec Merconcept, je les connais bien, mais je ne travaille pas avec eux. Alors, je crois qu'on a une toute dernière question de la salle. Et ensuite, on partira, ce sera au dernier intervenant. Les leviers pour faire venir les clients, donc on a compris l'enjeu sur la décarbonation du transport. Est-ce qu'il faut qu'ils fassent aussi un effort économique pour accepter, parce qu'ils ont dit un petit pourcentage de Michelin, Avril. Est-ce qu'il y a une limitation parce qu'il y a un effort économique de leur côté ou... Ouais, il y a un effort économique, mais je pense qu'ils sont prêts à le consentir. Ce qui est compliqué, c'est de leur demander, comme je disais juste avant, de s'engager dans la durée sur un bateau qui n'est pas encore construit. Si vous, aujourd'hui, vous êtes Michelin ou L'Oréal, mettons, vous prenez le bateau comme vous prenez le bus, vous prenez le premier qui vient et vous engagez jamais auprès de MSC ou de Hapag-Lloyd à travailler avec eux. Alors que nous, on leur dit, voilà, on a un projet génial, écologique, ça coûte un peu plus cher, et ils disent, ok, ça nous intéresse. Nous, on leur dit, ok, mais par contre, j'ai besoin d'un contrat engageant sur 5 ans pour tel volume. Et c'est ça qui est compliqué. C'est qu'aujourd'hui, nous, on ne peut pas prendre le risque. Nos financeurs, en tout cas nos partenaires bancaires, ce n'est pas leur métier de prendre ce risque. Et donc, en fait, tout est dans les mains des chargeurs et des clients, et c'est à eux qu'on demande de prendre le risque. Merci beaucoup, Niels, pour votre intervention. Un grand merci.
Nous étions à la mer, je vous propose de passer à la montagne et j'invite sur scène Dominique Thiault, directeur général de la Compagnie des Alpes. Merci beaucoup, bienvenue sur scène. Je ne pense pas que la Compagnie des Alpes appelle particulièrement à présentation. Peut-être que si, je vous laisserai nous le dire. Mais peut-être première question, quelle est votre lecture sur les enjeux auxquels fait face la Compagnie des Alpes en matière de changement climatique notamment, mais plus largement sur ces territoires d'implantation? Alors juste la Compagnie des Alpes en 2 mots, c'est bien sûr les 10 des plus grands domaines skiables. Tignes, Val d'Isère, les Arcs, la Plagne, Méribel, les Ménuires, Serre-Chevalier, Flaine. Et puis c'est aussi une grosse partie, d'ailleurs le premier en chiffre d'affaires, la première contributeur sont les parcs d'attractions, vous connaissez en France, Astérix, Futuroscope, mais aussi en Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche. Donc là on va parler de la montagne et sur l'impact climatique. Donc l'impact climatique en montagne, outre le fait qu'aujourd'hui il neige très fort, c'est tout en haut sur les glaciers et tout en bas. Pour l'instant. Alors nous, les stations que j'ai citées, vous les connaissez peut-être sans doute, sont des stations en haute altitude, donc on a plus de temps. Mais c'est pas parce qu'on a plus de temps qu'il ne faut pas s'en occuper. Donc nous, on s'en occupe. Donc comment on fait c'est d'ailleurs un méta-sujet pour nous, hein, le sujet de la transition écologique, hein, puisque c'est ça qui nous fait vivre. Donc, mais on est aussi dans la biodiversité du panel, je suis le capitaliste, nous, parce qu'il faut que ça reste un système capitaliste, et donc ça le reste pour l'instant. On a mis un plan en place pour que la transition écologique soit bancable, voilà, et rentable, et donc c'est possible. Donc ça, pour nous, je donne de leçons à personne. Alors je vais vous citer un exemple qui va vous faire sourire, mais dans une des principales émissions, nos émissions à la montagne, c'est le damage des pistes. Donc ça fait maintenant 2 ans que nous n'utilisons plus d'énergie fossile. Nous recyclons les huiles usagées de nos parcs d'attractions et nous les utilisons comme carburant sans toucher les moteurs, hein, ça marche très bien, directement dans le réservoir de la dameuse. Donc 1, ça fait disparaître le produit, et 2, ça réduit les émissions de CO2 de 93% par rapport au gazole, au fuel. Donc ça c'est intéressant. D'ailleurs, comme c'est vertueux environnementalement, on est plus taxé que le gazole, mais ça c'est la France, welcome. Mais ça c'est pas grave, donc on paye un petit peu plus, on fait un effort, comme Nils Joyeux le précisait, on fait un petit effort, mais donc comme on est vertueux, on paye plus, c'est normal, la vertu a un prix. Voilà, comme on le sait tous. Donc on essaie de s'adapter, donc voilà des choses qu'on fait. On a pris un certain nombre d'initiatives sur le scope 3. Sur le scope 1 et 2, vous le verrez, l'année dernière et cette année, le 3 décembre d'ailleurs prochain, on annonce nos résultats en 2 monnaies, hein, en euros et en CO2. Et tout ça est certifié par nos commissaires aux comptes pour qu'on ait des indicateurs très précis de suivi. Et donc, vous le verrez si vraiment vous voyez mes résultats par hasard le 3 décembre, mais vous verrez que c'est en CO2, nos emprunts bancaires, y compris avec le groupe BPCE, le taux d'intérêt varie si nous avons atteint ou pas nos objectifs de CO2, et pas seulement, mais toutes les parts variables, tous les intéressements, participations dans la société ont une part qui est liée à l'atteinte des objectifs de CO2, donc c'est vraiment une mise en mouvement totale de tous nos salariés. Merci beaucoup. Petite question, au-delà de l'impact du changement climatique pour Compagnie des Alpes, comment vous percevez les enjeux pour les territoires, pour les économies de la montagne, d'un point de vue environnemental certes, mais aussi dans une composante socio-économique? Quel est votre regard de manière générique? Et puis aussi, à nouveau, comment vous l'intégrez dans le pilotage et le pilotage stratégique de votre entreprise? Alors, l'activité du ski au global, hein, sur les Alpes, c'est absolument colossal en termes d'impact économique. Et donc, il faut, si on veut faire la transition, il faut transiter vers quelque chose, le coup d'après. Alors, ça va être simple, le coup d'après, on ne l'a pas. Hein. Puisque en fait cette industrie qui a été lancée au temps du général de Gaulle, ça s'est un peu calmé avec Giscard d'Estaing et puis avec beaucoup d'aides publiques.
et puis les plans de neige successifs, les immeubles en carton, tout ça. Et donc maintenant on arrive au bout d'un système. Alors comme c'est tout en bas, les stations du bas, alors pour nous, Compagnie des Alpes, les skieurs vont monter. Mais enfin, le coup d'après, il faut quand même qu'on soit prêt. Et alors, il y a eu quelques idées. Là, on allait couvrir les Alpes de Luge-sur-Rail et de Tyrolienne. Donc, on va bien artificialiser la montagne. Évidemment, on a arrêté tout ça. On en a fait quelques conneries de ce genre-là, tous, nous compris. Mais c'est pas ça qui va faire le coup d'après. Et je pense que pour l'instant, le coup d'après, on l'a pas. D'où la difficulté. Il n'y a pas de climato-sceptique à la montagne. Enfin, évidemment. Enfin. Il suffit d'aller à la mer de Glace et voir qu'aujourd'hui, c'est 37 étages, là où il y en avait 10 il y a 20 ans ou 30 ans. Donc on voit bien, personne ne peut, puisqu'il est vécu tous les jours. Le problème, c'est qu'il faut lâcher un trapèze pour en attraper un autre et on n'est pas sûr que l'autre arrive. Et quand ça mobilise tellement de ressources pour ces territoires-là, un impact socio-économique, au-delà même de la compagnie ZAP, c'est un autre sujet, il faut trouver ce qui fixe des populations aussi, parce que sinon c'est l'exode. Donc c'est pas ça qui est recherché, c'est pas ça le projet. Donc collectif, j'allais dire, si on peut parler de ça aujourd'hui, de nos jours, sur un projet collectif, je sais pas, bref. Et donc on n'a pas ce coup d'après qui nécessite, qui va générer suffisamment de ressources. Alors pour nous, nos stations, on est à 50, 60 ans. Mais il y a des stations on voit de temps en temps dans la presse passer un certain nombre de stations, mais il y a des stations, c'est demain matin en fait, ou c'était plutôt hier déjà, demain matin, la semaine prochaine il y en aura d'autres, la semaine d'après il y en aura d'autres. Et ça aujourd'hui on est un peu démunis. Alors tout le monde interpelle en disant, enfin moi en premier chef, parce que Compagnie des Alpes, j'ai du mal à échapper aux questions, mais c'est quoi le coup d'après? Le coup d'après, on l'a pas en fait, qui soit aussi générateur en termes d'impact socio-économique, on ne l'a pas, et donc c'est la diversification, c'est la désertification, donc c'est là-dessus qu'on essaie de travailler. Voilà. Toujours parlant de collectif, j'aimerais bien faire un petit zoom peut-être sur la ressource en eau. Où justement l'enjeu d'échange, de coordination et de partage de cette ressource est majeur. Comment vous travaillez avec les différentes parties prenantes justement dans les Alpes et vos territoires? Alors sur la ressource en eau, c'est extrêmement strict. Alors, on fait faire beaucoup d'études scientifiques, enfin, où des scientifiques font des études sur nous d'ailleurs. C'est mieux, comme ça évite d'être accusé d'avoir une étude biaisée. Mais je vais vous donner un exemple. Le bassin versant de Val d'Isère. 0,4% de l'eau est utilisée pour l'eau potable, 0,4% pour la neige de culture. 90% de l'eau part à la mer. Donc ça, c'est en moyenne annuelle. Donc ça, c'est scientifiquement prouvé, j'ai pas de sujet. À La Plagne, il y a plusieurs, je cite cet exemple, il y a plusieurs bassins versants. Là, c'est 1,8% sur un des bassins versants. Et 1,8% de la même manière pour l'eau potable. Donc en fait, on stocke de l'eau, on fait des retenues collinaires. Il n'y a pas de nappe phréatique en montagne, on a échappé à ça. Mais en fait, l'eau, alors maintenant c'est une moyenne annuelle, quand est-ce qu'on la prend? Parce que le conflit d'usage. Nous, on la prend en octobre. C'est-à-dire le moment où en aval, plus personne n'en a besoin. Donc ça, on le fait parce que si on prend l'eau de fonte, ça sature toutes nos pompes et tout est gommé, comme on dit, et ça ne fonctionne plus. Donc en fait, elle est trop chargée en limon. Par ailleurs, le damage, nous on en rend 90% d'abord. Il y en a 10% qui se subliment ou s'évaporent, suivant le terme que vous choisissez, mais il y a 10% qui sont perdus. D'ailleurs, si vous écoutez un podcast très intéressant de Guylaine Marsili, c'est passionnant, elle retombe 10 jours après à 1000 km à l'est. Et en fait, 90% est rendu, et le damage retarde la fonte de 2 mois. Donc en fait, ça lisse, la neige fond un peu plus lentement, et donc ça lisse le... Donc il n'y a pas véritablement de conflit d'usage, parce qu'au moment où nous prenons l'eau en octobre-novembre, donc dans les pluies d'automne, au moment où nous prenons l'eau, il y a peu d'usage, l'agriculture on n'en a pas besoin en aval, l'eau on n'en manque pas à ce moment-là parce que de toute façon les barrages, et puis et l'eau potable, il n'y a aucun sujet non plus. Donc en fait on a un profil de captation de cette eau, donc on va prendre,
Quand c'est 0,4% de moyenne à l'année, ça doit faire 5-6%, on va prendre en octobre, nous. Mais en fait, il y a 10 mois sur 12 où on prend 0. Voilà. Donc c'est le profil de captation de l'eau qui fait l'intérêt. Et puis après, si vous écoutez Florence Abetz, par exemple, du laboratoire d'hydrologie de Normal Sup, son gros enjeu, c'est de retarder le cycle de l'eau. Et donc, ça fait partie de cet effort-là, même si ça n'a pas été fait que pour ça, évidemment. Dernière question. Catherine évoquait tout à l'heure la préservation des écosystèmes marins. S'agissant de la préservation des écosystèmes autour et dans les domaines skiables de CEDESA, quel est votre regard d'une part sur les principaux enjeux et d'autre part à nouveau sur les actions, les solutions concrètes que vous tentez d'apporter? Alors, je vais vous citer quelques... Nous, on a mis il y a longtemps, 18 ans, il y avait des observatoires de la biodiversité sur chacun de nos domaines. On a un nouvel outil qui est unique qu'on a développé en interne pour savoir exactement quel pourcentage de l'espace qui nous est confié on consomme, entre guillemets. Donc, piste comprise, on est à peu près à 8%. Donc notre intérêt, donc il y a des endroits où on a été amené, soit pour des raisons de pergélisol, déplacer des remontées mécaniques, soit pour, par exemple, je pense aux arcs, des zones d'exclusion pour le tétralyre, parce que ou à Flaine, parce qu'il y a une grosse population de tétralyre, donc il y a des moments de l'année. Et notamment l'hiver, où qui sont fermés, des espaces qui sont fermés. Donc ça, on essaie de développer ça. On a essayé aussi quelque chose qui est tout nouveau, c'est une société qui s'appelle SpideGen, qui fait de l'analyse de l'ADN environnemental à partir du prélèvement d'eau. Et donc, on essaie de faire au maximum dans un environnement, les Alpes, où il y a un autre... c'est l'homme en haut, mais juste après, il y a le loup, et il n'est pas très aimé. Donc, voilà, on essaie de ménager la chèvre, le chou et le loup. En tout cas, si on regardait le nombre de loups, qui est Madame Piante tout à l'heure parlait des gros poissons, quand vous avez beaucoup de loups, c'est qu'il y a une forte biodiversité, en fait, parce qu'ils trouvent à se nourrir. Voilà. Donc c'est aussi ça en fait comment s'appelle, un indicateur parmi d'autres. Je ne sais pas comment on pourra en retirer. Mais sur les retenues collinaires, vous avez peut-être vu si vous êtes allé au ski, les retenues collinaires avec des bâches plastiques là. Bon, là on a mis un doctorant au travail et maintenant les nouvelles, on va les faire sans bâches plastiques, on va les naturaliser. Et en fait c'est une bombe, ça fait exploser la biodiversité, donc on met un fond sablonneux, enfin bref, il a travaillé pendant 2 ans là-dessus, donc on va faire un nouveau modèle, un nouveau concept de retenue collinaire qui va permettre d'accélérer la biodiversité. Mais on l'avait eu au Ménuire, par exemple, on a eu le retour du triton, d'un triton particulier, et grâce à la retenue collinaire, du coup, quand on a voulu l'agrandir, on nous a dit, bah non... parce que, bon, bref, mais c'est pas grave, on s'en occupe. On n'est pas des staccanovistes de creuser des retenues collinaires, c'est pas le sujet. D'ailleurs, on a réduit de 20% notre consommation d'eau. Et puis, s'il y a des endroits qui ne peuvent pas fonctionner. Et puis, comme le réchauffement climatique, je dis souvent ça, mais on nous accuse parfois de vouloir remplacer l'absence de neige naturelle par de la neige de culture, ce qui n'a aucun sens puisque la neige de culture se fabrique entre -4 et -15 degrés. Donc s'il y a réchauffement, c'est la première à disparaître. Et donc on voit dans certains nombres d'endroits, en fait, il n'y a plus assez de froid. C'est le froid qui permet de fabriquer la neige et non l'inverse. Ça paraît, mais enfin, comme il y a des articles, on est mis en cause sur ces sujets-là. Et donc en fait, il y a des endroits, ça ne sert à rien de mettre de la neige de culture parce qu'il n'y a pas assez de froid dans la saison. Donc tout ça va être démantelé petit à petit au gré de la montée de l'augmentation du réchauffement. Réchauffement qui n'est pas une opinion, qui n'est pas une idéologie, c'est un fait scientifique. Donc il faut y travailler avec la science. Voilà, et ne pas écouter ce qui se dit à droite, à gauche, moi compris. C'est une très bonne conclusion, merci beaucoup.
Je pense qu'il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions autour de la salle? Qui veut un forfait? Non, c'est une blague. Hein. Prioritaire quand même. Fallait demander à... J'ai déjà mon forfait, donc c'est bon. Super, bon client. On a beaucoup parlé de l'impact des banques, des assureurs sur tout ce qui était environnemental. Est-ce que dans le cadre de vos DSP que vous allez renouveler, ces sujets-là sont pris en compte? Est-ce que ce que vous mettez en avant est pris en compte dans l'octroi ou non d'une DSP? Non. Non. Non, on a fait des choses, on a pris un risque il y a 2 ans où on a annoncé 10 engagements et 5 renoncements. J'ai eu beaucoup de pression pour ne pas les sortir, parce que pour ne pas heurter quelques élus de montagne, par exemple. Bien, finalement, ils sont tous rentrés dedans. Ils comprennent tous ce qui a bougé. Maintenant, sur l'obtention des assurances, alors je peux vous citer. Alors évidemment, nous, on fait des analyses très poussées de tout ce qui est permafrost, pergélisol. Donc ça, on a été amené à déplacer. Dans le cas de renouvellement, on déplace, voire on démantèle des remontées mécaniques. Ça, c'est le premier sujet. Et puis, sinon, non, il n'y a pas d'octroi à part l'aspect sur les taux d'intérêt qui peuvent varier suivant. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir un indicateur très précis. Ça a été dit d'ailleurs dans la table ronde d'avant sur la biodiversité. Moi, le CO2, je sais comment ça se mesure. L'eau, je sais que c'est des litres. Et Dieu sait si tous les mois, il y a quelqu'un qui vient nous proposer un label nouveau, différent de ceci, de SBTI. Mais SBTI, je ne prends pas le scope 3, donc en fait, ça ne sert à rien. Enfin, bref, ça, c'est un avis personnel. Mais donc, j'ai dit non. Et la biodiversité, il nous faut un indicateur. Et on est preneur de cet indicateur. Nous, on a beaucoup d'activités qui sont en bordure, voire qui empiètent un peu sur le parc, par exemple le parc de la Vanoise. Et on est plutôt, nous, à freiner des cas de fer pour construire sur ces sujets-là, sur ces endroits-là. Bonjour, merci. J'avais une petite question. Vous avez évoqué du coup l'impact de l'atteinte de vos objectifs CO2 par rapport du coup à vos taux d'intérêt, etc. Est-ce que vous pouvez revenir dessus un peu plus en détail? Et je me posais la question aussi, dans quelle mesure ça a été facile ou pas de mettre cette mesure en place? Merci. On a une... En fait, bon, rapidement, nous, on a 2 méta-sujets avant de jouer à la dinette de la stratégie de nos métiers. On a la sécurité au travail, parce qu'on est dans des sujets extrêmement... Enfin, on est dans milieu très accidentogène, la montagne bien sûr, mais pas seulement. Et puis, on a ce qu'on appelle le net zéro carbone, scope 1 et 2, c'est-à-dire pour arriver au net zéro carbone, pour de vrai. Alors nous, on ne fait pas de compensation carbone. Au Moyen-Âge, on appelait ça les indulgences. Maintenant, le nouveau mot, c'est compensation carbone, parce que sinon, dans 1 heure, je fais un chèque, dans 1 heure 1, j'ai atteint la neutralité carbone. C'est quand même ça, je le dis parce que c'est la phase ultime du greenwashing, de mon point de vue. Donc nous, on a les taux d'intérêt, on a établi une trajectoire, ce que je n'ai pas le droit de faire à la bourse pour les euros. Mais pour le CO2, je l'ai fait, puisqu'on a profité de cette trou dans la raquette. Et donc, on a montré une trajectoire en octobre 2022. On a mis des moyens financiers et on sait que chacun de mes sites individuellement auront atteint le net zéro carbone avant 2030. On a mis 54 millions d'euros, ça me coûte, et c'est rentable à 11 ans. Et donc, dans la négociation avec les banquiers, et notamment ceux qui nous accueillent aujourd'hui, on a mis ces 2 méta-sujets, c'est-à-dire que la trajectoire sur la sécurité au travail et la trajectoire sur le net zéro carbone. Et si on n'est pas dans notre trajectoire sur l'un et ou l'autre, après, c'est banquier. Alors nous, on n'est pas... Moi, je voulais juste te dire, parce que je trouvais très intéressant la présentation de Nice Joyeux, mais nous, on n'est pas une coopérative, vous l'avez compris, mais alors, pas du tout. Mais nous, ce qu'on fait pour fidéliser et créer de la loyauté et de l'engagement, je veux dire un truc, je suis désolé s'il y a des financiers dans la salle, il y en a, on donne des actions.
Voilà, donc chaque année, chaque employé reçoit 30 actions et l'objectif, il faut qu'il ait été là depuis 2 ans et qu'il reste encore 2 ans. Et chaque année, quel que soit son niveau hiérarchique, quel que soit, même s'il est en temps partiel, temps complet, nous on a beaucoup de saisonniers, il reçoit 30 actions chaque année. Et donc voilà, ça participe aussi, on est très loin d'une coopérative, mais en tout cas c'est intéressant, ça fait partie quand même des sujets qui, sans devenir une coopérative, permet d'associer le plus grand nombre. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de partage à l'intérieur des réalisations des uns des autres et puis de créer une communauté. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci, c'était un plaisir. Merci à vous. Thank you.